le problème fondamental, c'est que aujourd'hui, il y a une croyance massive, mais c'est pas que le VC, c'est aussi les banques, que l'ARR, c'est l'alpha et l'oméga parce que c'est récurrent et certain, ce qui est une aberration complète. Et qu'est-ce qui va faire que tu vas passer de 10 à 40 000 ? Alors déjà, que j'arrive à avoir la bonne équipe de direction, donc ça, comme je l'ai, je suis assez confiant. Moi, mon boulot, c'est de mettre les bonnes personnes, et aujourd'hui, on a une chouette équipe de management qui sera capable, eux, d'aller réinventer et de repenser pour le coup d'après. Il y a un élément qui est fondamental, mais il est pour tout le monde. La vitesse à laquelle l'AI sera intégrée, non pas pour les offres que tu fais pour tes clients, mais pour ton usage à toi au quotidien, pour repenser ta façon de travailler. Yes. Ça concerne toutes les entreprises, c'est pas que les nôtres. En gros, l'équation est simple. Tu as une solution demain qui te permet d'être 30% plus efficient que tes concurrents. Donc soit tu la déploies, et tout le monde la déploie, et donc du coup on revient à la case départ, mais tout le monde est 30% plus productif. Soit toi tu le fais et les autres ne font pas, et tu gagneras tous les coups. C'est-à-dire 30% plus efficient, t'as gagné. Par contre, ceux qui ne le feront pas, eux vont disparaître. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Entretien avec un VC. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Brouran. Bonjour Olivier. Bonjour Benjamin. Olivier est le patron, CEO et fondateur de Man2, qui est l'une des plus grosses sociétés de conseil indépendantes aujourd'hui dans le monde, on peut le dire. C'est exactement ça. Et on va parler conseil, scalabilité, est-ce que c'est possible ? Il va nous expliquer que oui, évidemment, mais on va aller un petit peu plus loin. Et puis on va parler investissement. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Olivier. Et Olivier, comme tout commencement, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours d'entrepreneur, comment t'en es arrivé à créer Man2, qui à l'époque était Amaris, si je me souviens bien. Exactement, qui reste toujours Amaris d'ailleurs, puisque c'est une de nos marques. D'accord. Et c'est un parcours où moi je suis tombé un peu par hasard dans le conseil, voire même très par hasard. Et c'est souvent, tu sais, la sérendipité. C'est ce qui fait que souvent tu fais des événements et tu dis je sais pas si vraiment j'y vais, et puis à minuit ou 1h du matin quand t'as fini tu as envoyé 2-3 mails en disant c'est super, on a rencontré ça, on a vu telle personne, et c'était très sympa. Et là c'est pareil, en fait je me suis retrouvé dans le conseil tout simplement parce que le VIE que j'ai pris à l'époque était dans le conseil et qu'il était à 300 km de ma future femme, alors que l'autre VIE que j'avais était à 800 km. Voilà. T'es aussi bête que ça, donc tu vois, t'as pas une intelligence massive derrière. T'as bien fait de suivre l'amour. Exactement, et pour les deux raisons, puisque la boîte a bien marché, et elle marche bien, et que je suis toujours avec mon épouse depuis 28 ans, donc voilà, tu vois. Excellent. Et alors, comment donc tu commences, c'était quoi ton parcours? T'es étudiant moi, je suis informaticien à la base. Okay. Je suis né en 74. 74 comme on dit en Suisse, et donc moi j'ai vu l'arrivée des premiers ordinateurs, Commodore 64, les PC 286, etc. Les premiers développements, ingénieur en informatique. À l'époque c'était intéressant, et ça montre aussi que l'idée est pas forcément le driver principal dans le venture ou dans les aventures entrepreneuriales, puisque après mon diplôme d'ingénieur, j'ai fait un MBA. Et pendant ce MBA, donc qui était de 96 à 97, on a travaillé sur un projet de création d'entreprise avec un copain, et qui ressemblait à Splendia, Expedia ou Booking. Donc on avait fait tous les partenariats d'hôtels, etc. Et que l'on a arrêté parce qu'Internet était trop lent. Mais oui. Parce que il faut se souvenir que faut se souvenir que Google est né en 98. Et donc voilà, donc il y a aussi il y a une question d'exécution, il y a une question de timing. C'est important. Le fameux momentum. Et donc tu te lances, t'es étudiant en informatique, tu fais ce fameux VIE, et comment t'en arrives à justement ce monde du conseil? C'est là que tu découvres, tu fais tes premiers pas dans le conseil. Exactement. C'était chez qui? C'était dans une entreprise qui a depuis été rachetée par Capgemini, qui s'appelait Altran, qui était une petite entreprise française de 2000 ou 3000 personnes. C'est quand même une jolie boîte. C'est une jolie boîte, mais quand tu prends que les géants aujourd'hui dans le conseil les plus gros font 800 000 salariés quand même aujourd'hui.
Donc D'accord. ça donne un repère, même si à l'époque c'était pas exactement aussi gros. Et donc ils nous ont envoyé quelques-uns d'entre nous, dont je faisais partie, en VIE, enfin ce qu'on appelait avant le CSNE, en Belgique. Et donc j'ai lancé là-bas la réactivité système d'information, du conseil en système d'information. Donc c'est comme ça que je suis tombé dedans. Au bout de 3 ans à peu près, je suis parti parce que l'entreprise était cotée en bourse. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on pourra revenir parce que je le vois aussi avec la partie venture. Et en fait, les contraintes que la bourse ou les investisseurs, les analystes financiers posaient à l'entreprise, la conduisaient à prendre des décisions que je trouvais aberrantes sur le terrain. Et donc, je suis parti, les valeurs ne me convenaient plus aussi, je suis parti, et je suis allé créer ma première entreprise en tant qu'intrapreneur au sein d'un groupe concurrent, que j'ai fait ensuite pendant 3 ans, et j'y suis resté 7 ans, à développer tout l'international. Donc on est passé, je sais plus, c'était de 0 à 5000 personnes ou un truc comme ça, et c'était très chouette. Ah oui. Ouais, on a ouvert, c'était l'Italie, l'Espagne, on travaillait sur l'Allemagne, j'ai ouvert les Pays-Bas, enfin je m'amusais vraiment bien. Et là encore, l'entreprise cotée en bourse, décision aberrante, et en plus un système de valeurs et des choses que je trouvais pas très tolérables. L'argent ne permet pas tout, n'autorise pas tout plutôt, pardon. Et donc en 2007, je suis parti en me disant, bah voilà, on va monter une entreprise de conseil. Et on va travailler sur ce que le marché, les clients nous demandent, ce dont ils ont besoin, sans pour autant adresser instant T ce que ton investisseur aimerait avoir si tu en avais un, ou tes analystes financiers. Donc c'est pour ça que l'indépendance est au cœur de tout ce qu'on a fait, parce que c'est ce qui te permet de construire des stratégies long terme. Et si je reviens sur la partie venture, j'ai pas mal de cas de figure. C'était assez amusant. Dans les années 2021-22, je sais que j'ai des boîtes dans lesquelles on a investi, et ça c'est à titre perso, hein, c'est pas avec Mantou, dans lequel on avait 2 boards. Donc tu as le board réel, légal, qui sert à rien, et dans lequel une partie des investisseurs demandaient, et des fonds demandaient des stratégies, là. Et puis après, là, on faisait un espèce de faux board, enfin le vrai en fait, dans lequel le patron de la boîte a exécuté une stratégie à l'opposé de celle qui était demandée par les investisseurs et les fonds. Et aujourd'hui, ils sont très contents que ce soit cette stratégie qui était appliquée, parce qu'en fait, c'était irrationnel. Ben oui, c'est ça. Ben oui. Et c'était irrationnel parce que c'était une époque où une partie de fonds, pas tous, mais là encore, un peu comme quand tu es coté, demande des choses qui ne correspondent pas à ce que l'entreprise doit faire pour réussir, mais pour des KPI de court terme, pour la levée de fonds du tour d'après, etc. Donc on disait oui, et puis voilà, exactement. Donc le patron en board disait oui, et en fait faisait exactement l'opposé. Bien lui en a pris, parce que je pense qu'aujourd'hui, sur cette boîte-là, on fera probablement x20 ou quelque chose comme ça. Alors que si on avait exécuté la stratégie que les fonds initiaux avaient envie de faire, je pense que la boîte aurait coulé aujourd'hui. Et toi, à l'époque, ce que tu étais en train de commencer à nous partager dans ton expérience de conseil, où quand même tu étais de formation ingénieur, informaticien, mais du coup tu t'es quand même très très vite pris au jeu, on va dire, du bizdev quelque part, parce que pour développer des boîtes et arriver à ces niveaux même de direction et de développement, c'est que là t'étais passé quand même dans la partie commerciale des choses, ou t'étais plutôt à la stratégie. Après, je te dis, après mon diplôme d'ingénieur, alors déjà pendant mes études d'ingénieur, j'ai plutôt fait autre chose que mes études d'ingénieur. D'accord. Donc j'ai fait beaucoup d'associatifs, mais vraiment beaucoup. On a organisé le premier gala, j'étais au 24 heures l'INSA, qui était une grande fête étudiante. J'ai été à la Fédération des étudiants lyonnais, j'ai travaillé pour le Petit Paumé, enfin bref, j'ai fait pas mal de choses. On rappelle jamais assez aux jeunes qui nous écoutent qu'il faut faire absolument un maximum de projets associatifs, entrepreneuriaux pendant ces études. C'est le baby entrepreneuriat, quoi. Ouais. Et donc après, j'ai fait un MBA, et qui, pour le coup, me correspondait plus. Et après, sur le fait de faire du business, c'est quelque chose qui s'apprend. Pour le coup, c'est comme de tout. Comme tu peux apprendre à te développer, à coder, tu as aussi à apprendre à faire du business. Il y a des façons de faire, des façons de fonctionner. Les gens qui travaillent avec moi te diraient que je suis un ayatollah de la question ouverte, par exemple, puisque quand tu fais du business, les bonnes questions sont les questions ouvertes et non pas fermées, pour savoir ce que ton client veut, par exemple. Bref. Et donc, si on revient sur ce sujet aussi que je trouve assez intéressant, sur la partie bourse, tu parlais de côté.
Donc t'étais à la tête de ces boîtes qui étaient cotées et t'étais en train de me partager quand même le fait que ça te convenait pas Non, et que c'était là aussi en fait t'étais mis et sur le fait accompli qu'il fallait structurer la boîte d'une certaine manière pour répondre aux attentes des investisseurs. Oui, et prendre des décisions qui étaient parfois mais vraiment totalement irrationnelles dans l'intérêt de l'entreprise ou de ses salariés ou de ses clients, mais qui correspondaient à l'intérêt court terme. Et ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et en fait, quand tu veux construire quelque chose de durable, forcément, tu vas avoir une stratégie, une vision qui est un peu plus long terme que juste le quarter. Néanmoins, la bourse a quand même une vertu, de même que avoir des investisseurs a une vertu, c'est en fait l'obligation d'exigence de reporting, de KPI et de chiffres au quarter, voire au mois. C'est aussi une vertu. Donc en fait, la difficulté, c'est d'avoir à la fois l'exigence que te donne la bourse sur le reporting financier, des axes analytiques, des clôtures, etc., etc. Et en même temps, de pouvoir avoir une stratégie qui n'est pas dictée par le très court terme. C'est assez complexe comme exercice. Mais demain, c'est quelque chose que tu pourrais envisager, toi ? Non. Aujourd'hui, on n'a absolument aucun intérêt, nous, à aller faire ça. L'entreprise est restée indépendante. C'est probablement ce qui explique aussi sa croissance qui est extrêmement forte, puisque aujourd'hui, en gros, on a à peu près 12 000 personnes, on fait 1 milliard de chiffre d'affaires, on est présent dans 63 pays, et on a développé ça en croissance organique quasi essentiellement. On a acheté en tout et pour tout 352 personnes, je crois, sur 12 000. Donc tu vois, c'est anecdotique. On n'est pas un build-up. Donc on a vraiment un modèle de croissance organique. Mais ça c'est hyper important. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous rappeler un petit peu comment ça se crée? Déjà, tu crées ça, je crois, en 2007. Exactement. Tu te lances vraiment en mode entrepreneur. C'est complet, 40 000 euros de capital dans le jardin, pas de bureau pendant 6 mois. Et est-ce que j'avais même récupéré j'avais une jeune fille au père à l'époque et on avait une vieille Volvo 440 GL des années 80. Ça a été la voiture de fonction pendant 6 mois, quoi. Donc c'est vraiment du bootstrap de chez bootstrap en mode et en mode mais c'est quand t'as pas d'abondance, t'es obligé d'être plus créatif. T'es obligé. Frugalité. Exactement. Et justement, t'es parti, t'avais aussi des clients. Pas du tout. T'as vraiment monté. On a démarré sans clients. On a démarré à plusieurs, parce que j'étais pas tout seul, mais on a démarré à plusieurs. Et en fait, on est parti sans rien avoir. Là, on est parti en faisant le métier qu'on sait faire. Ceci dit, au passage, quand tu vois, tu me parlais de scalabilité. Souvent, je vois des entrepreneurs ou des gens qui me disent oui, mais si t'as pas de carnet d'adresse, c'est compliqué. Et en fait, je pense que c'est l'opposé. Si t'as un carnet d'adresse, ta boîte sera compliquée. Parce qu'en fait, il faut apprendre à développer son entreprise parce que ton produit est bon, ton service est bon, parce que tu l'as vendu, parce que tu as convaincu les clients et pas parce que tu as quelqu'un qui t'a introduit auprès d'eux. Parce que fondamentalement, si tu veux scaler sur le long terme, ça marche pas le carnet d'adresse. Il a une limite ton carnet d'adresse. Donc, un carnet d'adresse, c'est bien pour aller enlever les problèmes. Ça, c'est vrai que c'est utile à un moment ou à un autre. C'est sûr que si demain tu fais, j'en sais rien moi, du shipping avec la Chine et que tu as un container qui est bloqué à Shanghai pour une raison politique, si tu connais le maire de Shanghai, c'est mieux. Voilà. Mais par contre, si tu connais le maire de Shanghai, c'est pas lui qui va faire que tes clients vont acheter tes produits. C'est sûr que non. Indépendamment des droits de douane, mais c'est un autre sujet. Et quand vous lancez, c'est quoi la promesse d'Amaris à l'époque? En fait, l'idée, c'était de dire le monde du conseil, depuis, on va dire... alors le conseil, c'est vieux comme Hérode. Hérode, c'est 700 avant Jésus-Christ. Mais globalement, le monde du conseil, il existe vraiment depuis les années 1920. Et en fait, le conseil, c'est grosso modo 8 métiers différents, 8 verticales différentes, qui sont toutes extrêmement cloisonnées, ou qui l'ont été pendant des années, notamment parce que c'est ce que veulent entendre les analystes financiers. Les gens veulent entendre des choses simples quand tu es coté en bourse. Donc, on veut entendre que tu as une stratégie qui est « je fais du conseil en stratégie, je fais du conseil en informatique, je fais du conseil en technologie, je fais du marketing digital et je le fais dans 3 grands pays que sont les US, la Chine et la France. » Voilà. On ne veut pas entendre autre chose. Et en fait, ça conduit à une aberration qui est que le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est un monde qui est beaucoup plus complexe que ça. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé ma carrière, on commençait à parler de convergence entre l'IT et les télécoms. Aujourd'hui, la convergence, elle est totale sur tout. Elle est totale. Totale, sur tout. Et donc, quand tu es une entreprise qui
produit un service ou un concept, tu as besoin d'intégrer l'ensemble d'une chaîne de valeur qui va être de l'informatique, des sciences de l'ingénieur, qui va être de la communication, du service, qui va être du logiciel, du marketing, etc., etc. Et en fait, toute cette chaîne de valeur-là, si tu vas accompagner un client dans sa transformation, son innovation, tu es obligé de la comprendre. Tu faut la couvrir. Tu es obligé de la couvrir. Si tu n'es qu'un animal spécialisé, forcément, tu as un problème. Donc, ce que nous, on a fait dès le début, c'était de se dire, on va offrir à nos clients ce dont ils ont besoin et qu'ils demandent, tout bêtement. Et notamment sur un point qui est que les entreprises aujourd'hui, enfin à l'époque, on avait un besoin d'accompagnement qui était mondial, mais les très grosses entreprises ne veulent pas accompagner des clients sur des projets qui sont à 2-3 millions d'euros, ça les intéresse pas. Et les petites entreprises aimeraient bien, mais n'ont pas les implantations pour aller le faire. Et donc, ce qu'on a réussi à faire très rapidement, c'est pour ça qu'on a scalé très vite dans le monde, c'est qu'en fait, on avait une offre qui était globale dans plusieurs pays. Et comment vous aviez fait ça ? Alors, finalement, quelque part, ce qu'on a fait chez Mantoux et chez Amaris, c'est pas très différent si je te donne un parallèle, c'est un espèce de start-up studio géant. Okay. C'est à peu près ça, dans lequel on a lancé des activités, des business, des métiers, et toujours basé sur la même logique que celle qui est... souvent, on me demande ma thèse d'investissement. Je suis incapable de te répondre. La seule que je pourrais dire, c'est les gens, quoi. People first. C'est tout. Les talents. C'est ça, les talents. Quand tu as les bonnes personnes, c'est ce qui fera la différence. Et donc en fait, c'est ce qu'on a fait, c'est qu'on a démarré l'Italie avec Federico, on a démarré avec Jérôme en Espagne, on a démarré, etc. Et du coup, toute cette petite graine te permettent de couvrir là. Et quand tu as par exemple, je me souviens d'un client qui était une assurance qui était basée à Strasbourg, donc il n'a pas 50 milliards, qui avait racheté une boîte en Catalogne. Et donc, ils avaient besoin à Strasbourg de gens qui étaient capables de comprendre le catalan. Va trouver à Strasbourg des Catalans, sauf si tu es basé en même temps à Barcelone. Plus facile. Et va demander maintenant à une entreprise qui est un grand groupe, qui a dans les concurrents, type, je sais pas, un Accenture, un Capgemini, etc. Jamais ils vont se casser la tête pour un projet comme ça. D'ailleurs, la majorité des grands groupes sont des entreprises mondiales, mais dont les pays sont souvent en concurrence entre eux, en fait. D'accord. Souvent. Mais c'est pas que là-dedans, en fait. C'est comme tu as souvent des différences de prix, de coûts entre les pays, tu as, quelles que soient les entreprises, c'est assez amusant d'ailleurs, si tu t'amuses à regarder, de temps en temps, tu peux avoir des fournisseurs qui sont en concurrence entre eux, qui n'ont pas les mêmes prix entre différents pays. À une époque, si tu demandais à Monster un devis, tu pouvais l'avoir tu l'avais 4 fois moins cher si tu le demandais au Vietnam, au l'île Maurice, ou à Belgique, ou en Suisse. Donc ouvrons un bureau... à l'île Maurice ou au Vietnam. C'est déjà fait. Et comme ça, déjà fait. Voilà. Tu m'as pas. C'est fait depuis longtemps. Comme ça, on l'a piqué. Donc voilà. Donc si tu veux, la promesse, c'était de délivrer ça. Et ça, c'est la promesse, mais l'exécution a été d'industrialiser un processus sur l'ensemble des étapes du métier, du service et du conseil. C'est-à-dire qu'en gros, si tu veux délivrer à tes clients, il faut être capable de délivrer vite de l'expertise, des compétences, au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Et donc ça veut dire que tu as industrialisé l'ensemble de ta chaîne de production, parce que fondamentalement, ce qui est toujours super intéressant, prenons la plus grosse entreprise de conseil du monde aujourd'hui, c'est Accenture, 800 000 salariés. En vrai, ils n'ont pas 800 000 salariés capables d'intervenir sur des projets pour leurs clients, puisque, heureusement pour eux, et pour les gens qui font du conseil, ils bossent, ces gens-là. Et donc ils ne sont pas disponibles. Et donc en fait, tu n'as qu'une petite partie de tes gens qui est potentiellement disponible. Et donc c'est aussi ta capacité à les mobiliser et recruter des équipes pour aller répondre quand tu n'as plus la compétence à ce moment-là, et de le faire de façon toujours permanente que pour adapter ta charge, ton offre et ta demande. Voilà. Et donc l'exercice, il est là, il est surtout sur ta capacité à aller délivrer. Quand demain, tu vois, on a accompagné par exemple un client en Tunisie, on lui a monté une équipe de 100 personnes en 6 mois. Et c'est ça qui compte pour le client. C'est pas si tu as 200 personnes ou 300 en Tunisie, puisque ça lui fait une belle jambe s'ils travaillent sur un projet pour... je sais pas, si tu as 100 personnes qui travaillent pour l'application mobile d'ING, tu vas pas les enlever pour travailler pour ton autre client, ça marche pas. De facto, ouais. Donc voilà. Donc c'est cette espèce de mix de compétences que l'on a fait. C'est vraiment cette capacité à recruter et à accompagner tes clients dans la mise en place de ces recrutements.
et d'arriver à créer cette équipe, quoi. En gros, si tu veux, en gros, aujourd'hui, il faut comprendre, dans le monde, aujourd'hui, 35% de l'innovation n'est pas faite par les entreprises que tu vois ou auxquelles tu achètes tes produits, tes services. Elle est faite par des entreprises comme les nôtres. Donc 35% de l'innovation mondiale est faite par des entreprises de l'ombre, que sont les entreprises de conseil. On n'est pas mis en avant, c'est comme ça, c'est pas très grave, mais c'est la réalité, et c'est un chiffre qui augmente de plus en plus, et c'est normal, parce que le time to market de tous les produits réduit. Exemple, dans l'automobile, il fallait 7 ans pour concevoir une voiture, il y avait encore 10 ans. Aujourd'hui, c'est 18 mois. Donc mécaniquement, tu as besoin de plus de monde, plus de compétences, plus vite. Et les nouveautés sont de plus en plus fortes. Donc tu as besoin d'agréger des compétences diverses et variées, que ça soit des individus, que ça soit des équipes sur un centre de service, que ça soit une approche sur une technologie que tu amènes nouvelle, genre le carbone dans les certifications des voitures. Avant, tu l'avais pas, c'était juste sur la décoration. Maintenant, tu l'as dans l'infrastructure, dans la structure de la voiture, etc., etc. Et donc, tous ces paramètres-là conduisent l'innovation aujourd'hui à être drivée par des entreprises qui ne sont pas celles que tu vois en face de toi. Et survient justement à cette image de startup studio que tu reprenais tout à l'heure dans le développement de Mantoux. Justement, qu'est-ce qui a pris, ce qui a scalé au début, qui a fait que tu as pu te développer si rapidement? Au-delà de cette approche, on va dire globale, que vous aviez déjà comme élément différenciant. Ouais, complet. Qu'est-ce qui a pris? Alors ça c'est quelque chose qu'on voit souvent quand je croise des entrepreneurs qu'on finance. Souvent la question qu'on pose, c'est alors du coup comment est-ce qu'on fait pour scaler international et comment est-ce qu'on fait pour scaler? Et souvent les réponses que j'apporte sont pas celles que les gens ont. Pas celles attendues. Non. En fait, le premier truc, c'est déjà il faut c'est ce que j'appelle scalable by design. En fait, il faut que ça soit dès le début pensé comme tel. Il y avait une pub il y a longtemps, mais certains de tes auditeurs s'en souviendront, qui était « Tout se joue à l'âge Play School ». Play School, c'était des jouets pour les gamins, et c'était de dire que ça se joue de 3, en gros, entre 0 et 7 ans, quoi. Et en fait, c'est pareil pour une boîte. Il y a des choses qui vont être ancrées au début. Pour les changer après, c'est extrêmement compliqué. Le premier point, c'est d'apprendre à bosser à distance. Donc, dès le premier jour, c'est en 2007, on avait l'ancêtre de Teams qui était avant Skype for Business, qui était avant Link. Voilà, donc SharePoint, on avait SharePoint aussi, dès le premier jour. Et on avait appris à bosser à distance. Ce qui était accessoirement pour nous la distance, c'est parce qu'on bossait la nuit, et que donc tu vas pas être au bureau tous les jours. Mais du coup, quand tu apprends à bosser à distance, et que les gens que tu manages sont pas toujours en face de toi, en fait, c'est beaucoup plus facile pour scaler parce que tu ne pourras pas avoir toutes tes équipes auprès de toi si tu veux monter une boîte mondiale. Ça ne marche pas. Et ça, c'est le premier truc. Et souvent, les gens me disent, non, mais jusqu'à 30 ou 50 personnes, on aura tout le monde à côté. C'est écrit, le scale va être compliqué. Exactement comme j'entends des fois certains me dire, non, mais pour scaler dans un pays, il faut que le dirigeant y aille. Si j'avais dû aller dans 62 pays, vivre pendant un an, alors déjà, je serais beaucoup plus vieux qu'aujourd'hui, donc je serais mort, même probablement. Enfin, c'est pas possible, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Oui, mais donc du coup, c'est, j'imagine, c'est les talents que tu vas recruter et qui vont développer le sujet. Mais ma question, c'est plutôt, c'est aussi sur encore une fois le conseil que tu apportes aux clients. Pour moi, c'est toujours obscur le conseil. Tu sais, justement, on parlait en début de cet échange. Alors, je peux t'expliquer si tu veux. Il y a le conseil, un petit peu. Okay. Il y a le conseil des spécialistes en énergie qui vont spécialiser que dans le conseil à l'énergie. Okay. Moi, j'aimerais bien savoir ce que Mantoux apporte et est en train de se développer à une vitesse incroyable depuis ces 20 dernières années. Ok. C'est toujours compliqué parce que l'exercice, c'est comment tu expliquerais à ta grand-mère comment ça marche. C'est ça en fait. C'est un peu ce que c'est compliqué. En gros, le conseil, si tu démarres tout en amont, c'est comment tu vas aider des dirigeants, des entreprises, à définir leur raison d'être, à définir leur mission, leur vision, leur stratégie. Donc ça, c'est ce qu'on fait. On a travaillé sur la raison d'être d'entreprises comme Orange ou Conto, par exemple. Ok. Donc là, tu travailles avec le dirigeant, tu peux même travailler sur la communication du dirigeant, la gestion de crise, etc., etc. Ça, c'est un métier. Ensuite, tu peux l'accompagner sur ses acquisitions.
Donc ça va être identifier pour lui des cibles de sociétés à racheter et l'aider sur la négociation et les rachats. Donc ça, c'est des choses que l'on peut faire aussi, que certaines entreprises vont faire. Ensuite, tu as toute la partie transformation digitale et IT. Donc là, c'est comment tu l'aides à déployer ses outils, ses systèmes d'information, à développer ses plateformes. Voilà. Donc exemple, tu mets en place une équipe de 100 personnes qui développe l'application mobile que tu utilises sur ta banque, par exemple. Mais ça peut être aussi, tu as aidé une entreprise du luxe à avoir son application iPad quand tu es en magasin, qui permet de montrer les produits et qui en même temps connecte avec ton stock pour savoir si tu en as en stock et si tu peux le commander. D'accord. Voilà. Et en même temps, ça peut être de faire un site web transactionnel, ça peut être... Voilà, bref. Ensuite, tu as donc ça, c'est encore un métier. Ensuite, tu as transformation technologique. Qu'est-ce que c'est ? C'est tout ce qui touche aux sciences de l'ingénieur. Donc, sciences de l'ingénieur, c'est l'énergie, l'électricité, l'électronique, etc. Par exemple, alors tu vois, je parlais d'application tout à l'heure, on a fait l'application la plus utilisée au monde, 4 milliards d'utilisateurs. C'est le dashboard du Covid. C'est nous qui avons fait ça. 4 milliards d'utilisateurs. Et qui, quelque part, mais encore une fois, on est les hommes de l'ombre. Ça se voit pas. Donc, transformation ensuite technologique, ça va être par exemple, comment tu modélises un caillou qui vient frapper la vitre d'un TGV à 400 km/h pour éviter que ta vitre explose. Voilà. Mais ça peut être aussi comment tu travailles sur la certification des processus dans une centrale nucléaire. Ça peut être aussi comment tu travailles sur l'aérodynamique ou l'engineering des écuries de Formule 1, sur un moteur ou sur une voiture. Et en même temps, ça peut être de concevoir de l'implantation de la nouvelle usine de production de vaccins ou de médicaments d'un industriel pharmaceutique. Voilà encore, par exemple, le nombre de choses. Ça, c'est ce qu'on appelle du conseil en technologie de façon large. Après, tu as tous les métiers qui consistent à accompagner son client sur sa connexion avec son client à lui-même. Donc, tout ce qui est marketing digital. Donc là, ça peut se faire au travers d'événementiels. Tu organises un event pour connecter tes clients. Ça peut se faire au travers d'activation de marque. Donc, tu vas, par exemple, travailler sur la création d'un environnement virtuel avec l'Apple Vision Pro ou de la réalité virtuelle, dans lequel tu pourras visualiser la Ferrari qui vient de sortir, rentrer dedans, etc. Je parle de ça parce que ça sera dans les prochains shops Apple et c'est nous qui l'avons fait cette expérience. Okay. Qu'est-ce que tu vas avoir d'autre encore dans le marketing digital ? C'est toutes les stratégies SEO, déploiement de ta marque, programmatique, achat, etc. Bref, ça c'est encore un autre métier. Et puis ensuite, tu as des métiers d'intermédiation qui sont arrivés dans les années 2015, on va dire, qui est en fait une certaine façon de connecter le client avec les ressources. Je m'explique. Le monde de demain, enfin en tout cas, on pense que c'est ça, c'est un monde dans lequel une entreprise, elle conçoit elle a un purpose, elle a une mission, elle a un but, et elle va agréger des compétences pour aller faire ses projets. Ça sera, aujourd'hui, les compétences dans une entreprise, c'est essentiel, c'est les salariés, et à 35% des boîtes de conseil. Demain, ça sera des salariés, ce sera des auto-entrepreneurs, ça sera un bureau d'études, ça sera une boîte de conseil, ça sera un partenaire quelque part, et tu auras de moins en moins et ça sera très équilibré. Alors qu'aujourd'hui, c'est 80% ou 70% des salariés. Ça disparaîtra. Et donc, il y a un métier que l'on fait nous, avec Little Big Connection. On est éditeur d'un SaaS qui permet aux clients d'acheter l'ensemble de ses prestations et de ses compétences et d'accéder au marché. Puisqu'en fait, si tu réfléchis bien, quand tu t'appelles, par exemple, j'en sais rien moi, tu es une grande banque. Dans une grande banque, tu dois avoir une vingtaine de milliers de personnes qui travaillent à la tech de façon très large. Le client va sélectionner quelques fournisseurs pour essayer de baisser ses coûts. Sauf qu'en fait, le monde du conseil est très fragmenté. Et donc, comme il est fragmenté, si tu fais ça, tu te fermes l'ensemble de ton marché. Or, c'est un marché de ressources, entre autres, et donc tu te fermes ton marché. Mais si tu commences à vouloir référencer les 1,8 million de boîtes de conseil en Europe, tu peux pas. C'est foutu. Et donc, en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé une plateforme qui permet aux clients d'acheter, de gérer, de suivre l'ensemble de ces prestataires, quelle que soit la nature contractuelle de la relation. C'est-à-dire des freelances, des boîtes de conseil, etc., etc. Quelle que soit la typologie en plus. Et donc on est éditeur du SaaS et en même temps on fait l'intermédiation et donc on permet aux clients d'accéder à ça.
En faisant ça, par exemple, sur cette solution, on leur permet en général de gagner 7% sur leurs achats de prestataires intellectuels, entre 7 et 9%. Je te laisse calculer ce que ça fait, donc c'est assez... voilà. Donc ça, c'est un métier qui est apparu, puisqu'en fait, on est dans l'économie de la collaboration, l'économie de l'intermédiation, qui est apparu dans les 10 dernières années. Donc nous, on est le numéro 1 européen aujourd'hui du marché, on est dans 40 pays dans le monde. Voilà. Et puis après, à la fin de la chaîne de valeur, tu as les métiers qui sont les métiers de portage salarial ou d'intérim, qui sont à beaucoup moins faible valeur ajoutée, mais qui font partie de l'industrie globale du conseil et du service. Et merci pour ces super explications et pour justement revenir au fameux mot pour scaler tout ça. Ça a été quand ces grandes étapes qu'il y a eu pour justement Mantoux, qui fait que tu passes de vous commencez à quelques-uns à vous passez à la dizaine, à la centaine, et là on parle de milliers de collaborateurs. C'est quoi les 2-3 moments charnières pour toi? Est-ce que tu en as à nous partager et est-ce que oui, et est-ce que ça a été dangereux en plus de croître aussi vite? Alors dangereux parce que là compliqué. C'est compliqué. En fait, on dit souvent qu'on court un marathon à la vitesse d'un sprint, et effectivement, ça c'est l'entrepreneur. C'est sympa, mais c'est fatigant quand même. Donc non, c'est fatigant. C'est dangereux parce que plus tu vas vite, plus effectivement ta déviance elle arrive rapidement, et donc c'est plus difficile à contrôler ou whatever. Et surtout, ça brûle du cash. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu veux rester autofinancé, effectivement, la maîtrise de ton PNL, de ton cash, de tes revenus est vraiment fondamentale. Et là où, quand tu fais 3% de croissance par mois, et que tes concurrents font 5% de croissance par an, bah, ton échelle de mesure, elle est effectivement 12 fois plus petite que la leur. Sinon, tu vas dans le mur. Voilà. Donc ça, c'est complexe. Maintenant, si tu reviens sur les étapes de scale, en fait, on avait commencé à travailler sur le sujet. Pour moi, il y a les étapes, tu as de 0 à 20 personnes, de 20 à 50, 50, 80, 80, 200, 200, 500, 500, 1000, 1000, 4000, 4000, 10 000. Après, je sais pas encore. Il est pas encore. C'est la prochaine étape. Ouais, je pense que le prochain chiffre, c'est 40 000 d'étapes. Okay. Et en fait, à chacune de ces étapes, il y a des espèces d'éléments de passage que si tu as fait avant, tu peux passer à l'étape d'après. Le problème, c'est que plus tu grandis, plus il faut anticiper, et tu as certains éléments qui mettent 5 ans à se mettre en place. Donc si tu les as pas mis 5 ans avant, quand tu arrives au plafond, tu tapes. Et donc voilà, alors pour les entrepreneurs qui nous écouteraient ou les startups, en fait, c'est les premières étapes qui sont les plus intéressantes, mais de 0 à 20, c'est grosso modo la capacité du dirigeant à aller exécuter, dérouler, etc. etc. De 20 à 50, c'est ta capacité à aller recruter des gens, et pas uniquement les copains que tu avais dans ton carrière adresse. Voilà. Ensuite, pour passer de 50 à 80, c'est est-ce que tu as réussi à déléguer un certain nombre de choses que tu fais. Et la délégation, c'est pas passer ce que tu n'as pas envie de faire et garder... parce que la personne, elle est plus forte que toi. Voilà. Exactement. On va dire. Pour passer de 80 ensuite à 200, là, pour le coup, c'est est-ce que les gens que tu as recrutés sont meilleurs que toi? Est-ce que tu les as formés pour être meilleurs que toi? Et souvent, tu vois des boîtes qui sont bloquées là. En fait, ils ont recruté des espèces d'assistants plus, mais c'est pas ceux qui feront ton COMEX de demain. Voilà. Et puis après, bon, ça continue. Mais tu vois, tu as des étapes, par exemple, où tu devras... Par exemple, si tu veux commencer à scaler, il faut des KPI, il faut de la data et il faut du pilotage. C'est vrai, par exemple, sur le sales, c'est vrai pour le recrutement aussi. Ça, c'est quelque chose, si tu le mets au tout début de ta boîte, c'est beaucoup plus facile ensuite. Là, je vais te prendre un exemple. Si ta boîte, elle fait 80 personnes et que du jour au lendemain, tu viens expliquer qu'il faut que tu mettes des KPI sur les rendez-vous que tu fais pour, je sais pas moi, les entretiens que tu vois, les clients, bref. La perception, c'est que c'est du flicage. Alors qu'en fait, si tu le mets au tout début, ça devient naturel, exactement comme quand tu fais du sport, tu mets ta ceinture cardiaque, c'est pas pour que ton médecin te flique, c'est pour toi. Et donc en fait, il y a plein de choses comme ça qui deviennent des habitudes. C'est comme l'habitude d'un dashboard qui tombe toutes les semaines, le même jour, au même moment. En fait, tu l'oublies pas, ça devient une habitude et tu le pilotes. Si tu dois le mettre au bout de 5 ans, c'est complexe. Ouais. Donc il faut vraiment, dès le début, en tout cas pour tout entrepreneur, être très
on va dire data driven, très KPI driven, pour pouvoir ne pas avoir à galérer à l'intégrer plus tard. Alors même que, en vrai, t'en as pas besoin. Ouais, parce que tu bosses avec 3 personnes, tu les connais. C'est sympa. T'as pas besoin, ça sert à rien de savoir combien on a fait de rendez-vous. Ça a une autre vertu, c'est que c'est super intéressant de se dire, attends, quand moi j'ai démarré, voilà ce que moi je faisais en KPI, et de se dire 5 ans plus tard, quelqu'un qui démarre dans ma boîte, s'il fait moins, il y a quand même un truc qui est bizarre. Il y a un petit truc qui va pas, parce que il est plus tout seul. La boîte a des références, elle bosse avec des clients, elle a un produit, etc. Et c'est pas logique. Si tu vends un SaaS et que au début t'as ton SaaS, tu vends un SaaS qui n'existe pas, des features qui vont arriver, c'est quand même vachement plus simple 5 ans après de vendre ce qui existe avec un parc client. Donc si moi j'arrivais à avoir 5, 10, 12, 15 rendez-vous de prospects au tout début, il n'y a pas de raison que quelqu'un ne le fasse pas. Et c'est important de se souvenir de ces choses-là, sauf que tu t'en souviendras jamais. C'est impossible. Ou à l'inverse, de se rendre compte que tu demandes trop parce que t'étais pas foutu de le faire toi-même non plus. Donc c'est bien aussi pour benchmarker. Je vois que le temps file à toute allure. Au-delà de Man2, et on est en entretien avec un VC, au-delà de Man2, tu es aussi un investisseur. Oui. Comment, toi, Olivier, tu analyses tes opportunités d'investissement qui doit être, tu dois être très sollicité de part et d'autre. Comment tu analyses ces opportunités ? Alors je dirais que, à peu près comme j'ai souvent fait, moi ma qualité c'est d'avoir recruté quelqu'un qui le fait extrêmement bien. Donc Poc, Bruno qui s'en occupe, Bruno que j'inviterai. Voilà, donc c'est lui qui fait essentiellement ce travail-là. Objectivement, on doit recevoir, je crois, 3000 dossiers par an, un truc comme ça. Il y a déjà quelque chose qui est assez frappant, mais tu dois le voir aussi. Moi, je suis toujours sidéré quand on m'envoie un message LinkedIn en me demandant, avec un deck, alors qu'on a un site web avec Aonia Venture, il y a 70 lignes, il y a les coordonnées, il y a celui qui s'en occupe, et on me l'envoie à moi sur LinkedIn. Déjà là, tu commences à te dire c'est quand même bizarre, c'est quelqu'un qui a pas bien regardé. Le deuxième coup, c'est quand tu réponds en disant tu peux envoyer à Bruno et qu'on me dit t'as pas son mail et ses coordonnées. Je te dis si déjà t'arrives pas à trouver les coordonnées de quelqu'un, ça va être compliqué quand même. Voilà, donc ça, non, j'exagère un tout petit peu, mais non, mais t'as pas tort. T'as pas tort. De toutes les manières, c'est assez commun. Nous, on a carrément retiré sur notre site. Alors on a fait une sorte d'inverse. C'est qu'on a décidé de ne plus mettre en avant le fait de pouvoir candidater sur notre site. Il faut que tu viennes par une recommandation vis-à-vis de nos équipes. Et évidemment, tu peux postuler sur le site, mais tu vois. Donc oui, si t'es pas capable, t'es allé au cran d'après. Si t'es pas capable de trouver où est-ce que je suis, t'as perdu. Donc voilà. Non, après plus sérieusement, moi j'aime. Alors encore une fois, c'est les gens qui font de toute façon. Je sais plus si c'est Nintendo ou Sony dont le métier initial c'était pêcheur et puis des cartes à jouer. Donc tu sais, ça va loin quand même. Donc en gros, c'est la capacité que les gens vont avoir à s'adapter à l'environnement. À l'environnement, au marché, à ce qui va se passer, capable de sentir que le business il est plutôt là que là, et pas être dogmatique sur mon idée. De toute façon, tu vois, je crois que c'est Thomas Edison qui disait que le succès c'est 1% d'inspiration, 99% de transpiration. Ouais. Et clairement, c'est la réalité. Et donc, justement, comment tu... Donc, tu as besoin de gens qui soient curieux. Ça, c'est une qualité qui est assez fondamentale. Je me souviens d'un ou deux cas de figure où Bruno était incroyablement sidéré d'avoir passé une réunion d'1 heure avec quelqu'un qui veut lever les fonds et qui, n'a aucune idée de qui on est. Mais quand je dis aucune idée, même le nom de famille, tu vois. Déjà. Et 2, qui pendant 1 heure raconte sa vie sans même poser une seule question. Forcément, tu te dis, si c'est comme ça aujourd'hui, soit il est hyper stressé et c'est quand même embêtant, soit en fait, il posera pas plus de questions dans son environnement. Or, la captation de l'information, c'est ce qui fait que tu vas être capable de t'adapter. Donc, quelqu'un de curieux, du sens critique, parce que quelque part, l'entrepreneur, c'est celui qui s'est dit, je vais aller sur l'Everest, puis il y a une avalanche, bah, du coup, bon, je vais passer à côté, et qui se dit pas, bon, bah, du coup, j'y vais plus. Donc, c'est comment tu vas avoir quelqu'un qui va, quand on lui dit, bah, ça, c'est pas possible, qui va dire, bah, pourquoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui empêche de le faire ? Qu'est-ce qui empêche de le faire ? Et sa capacité de résilience et à s'adapter derrière. Ouais, la résilience, ça c'est sûr. Après, il y a quand même la force de travail. On peut dire ce qu'on veut, mais je connais aucun entrepreneur qui a réussi en mode
je travaille pas beaucoup. Ça n'arrive pas, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu travailles beaucoup, Olivier ? Après, chacun trouve son work-life balance d'une certaine façon. Et ça veut pas dire que je travaille pour moi, je travaille pas en continu. Mais oui, je travaille facilement 80 heures par semaine. C'est une évidence. Peut-être 90 même. Il faudrait que je compte. Non, ne compte pas. Après, ça, tu vas te faire peur. Mais par contre, je fais plein de choses avec mes copains, avec mes enfants, etc. Mais tout est mélangé. Et voilà. Après, chacun a sa façon de faire. En revanche, la certitude, quelle que soit la façon dont tu répartis tes heures, ce n'est pas possible sans travailler beaucoup. Je n'y crois pas une seconde. Et donc toi, en gros, ton critère d'investissement premier, c'est l'entrepreneur. Oui, clairement. Enfin, les fondateurs, après, entrepreneurs. Oui, après... Est-ce que tu as des secteurs quand même que tu privilégies ou t'investis parce que ça te fait marrer, t'investis parce que t'es passionné. Enfin, je vois quand même que t'es à la tête d'une boîte qui accompagne quand même tellement de clients sur des sujets différents comme tu viens de nous présenter. Le venture, c'est pareil. Ouais, dans le venture, c'est pareil. Ouais. Non, en fait... Ton premier invest. Eh bien, mon premier invest, tu le connais. Tu le connais, puisqu'on était ensemble dedans. Ouais, c'était Équateur. C'était Équateur. En fait, si je regarde aujourd'hui dans les invests, a priori... Alors déjà, la raison pour laquelle je le fais... ouais, c'est vrai que c'est une façon de faire du give back pour moi. C'est ma façon de faire du give back, quelque part d'aider des gens à aller faire quelque chose. Probablement que j'aurais bien aimé qu'on fasse ça avec moi quand j'étais tout jeune et que ça m'aurait permis d'aller peut-être plus vite. Mais fondamentalement, c'est ça. Puisque la particularité, c'est on est evergreen. 2, c'est notre argent qu'on investit. Et donc, et 3, on le fait pas. Enfin, la rentabilité n'est pas le driver ultime premier de ce qu'on fait. Je le fais aussi parce que ça a plusieurs vertus. C'est que ça permet de capter aussi le monde dans lequel on vit, les innovations, etc. Moi, je me nourris. Voilà, tu te nourris de ça, nourris des entrepreneurs que je vois. laboratoire. Exactement. Hier, j'en ai encore vu un qui dirige une des plus belles licornes françaises. J'ai appris des choses. Et je sais que je vais utiliser ça pour, chez nous, les équipes, en disant tiens, ça, c'est une idée intéressante à creuser. Et c'est comme ça qu'on essaie de pas être trop boomer, quoi, ou trop vieux en tant que dirigeant d'entreprise. C'est ton moyen de formation continue, quoi. Bon, c'est un peu cher comme moyen de formation. non, ça rapporte aussi. C'est rentable, non. Voilà, sur le court terme, ouais. Voilà. Et donc, pour répondre à ta question, a priori, ce que je sais pas faire, parce que c'est pas ma culture, moi j'aime bien les projets où tu as quand même un PNL et une entreprise qui est rentable et structurellement rentable. Donc, par exemple, mettre dans de la biotech où pendant 10 ans tu fais 0 € de chiffre d'affaires. J'ai vu quelqu'un récemment qui a vendu sa boîte 1 milliard 10 ans après avec 0 de chiffre d'affaires. Ça, j'avoue que c'est pas ma culture et j'apporterai rien en plus. Voilà. Ou la deep tech très profonde, encore que j'aurais bien mis dans le quantique, mais bon. Donc voilà. Peut-être pas trop tard, si, ça y est. Ouais, ça va arriver comme ça y est. En seed, en série A, c'est un peu différent, mais donc voilà. Donc si tu veux. À la base, en théorie, c'était censé être plutôt le monde du service, du SaaS, du logiciel, etc., que je connais bien. En vrai, quand tu regardes bien, In-Memory, elle repense le modèle des pompes funèbres. Beyond Aero, elle fait un avion à hydrogène. Je sais jamais comment on prononce Home. Arrêtons l'usage unique maintenant. Il fait des machines qui nettoient le verre avec des ultraviolets, je crois, et qui enlèvent 98% de l'eau nécessaire. SpaceX, on peut pas dire que ce soit vraiment voilà, donc il y a un peu tout. Ouais, et en même temps, très vaste, quoi. Et en même temps, t'as 6ID ou Mistral qui sont des boîtes, alors là, pour le coup, plutôt dans ce qui est compréhensible par moi à la base, quoi. Et justement, est-ce que tu as déjà investi dans des boîtes en dehors de Mantou, par exemple, mais dans des boîtes de conseil? Tu vois, parce que tu vois, t'es quand même pour moi, j'ai l'impression que t'es l'exception qui confirme la règle. Dans le monde du venture, on n'investit pas dans le conseil. Hein. Personne ne le fait. Personne ne va jamais investir dans le conseil. Et t'as réussi à démontrer que le conseil, ça peut croître très vite et pas quand, enfin, de ce que je comprends, mais ça, tu peux peut-être nous en parler 2 minutes, mais est-ce que pas qu'en build-up, j'ai l'impression. Non, j'ai pas fait de build-up, moi. T'as pas racheté plein de boîtes de conseils. Non, vraiment zéro. Donc t'as rendu scalable un secteur dans lequel personne ne croit en termes de scalabilité. Complètement. On est d'accord. Hein. Complètement.
Ah, c'est ça, moi, c'est ça que j'aime. T'as tout à fait raison. Mais du coup, est-ce que toi, t'y crois pour les autres? T'as déjà investi dans une société de conseil? Bah, en général, on le fait nous-mêmes, quoi. C'est-à-dire que ça devient En fait, t'as envie de le faire, une start-up chez nous. C'est-à-dire que ça devient une start-up chez nous, ça devient un projet quelque part, et on le fait avec la personne, et on lui apporte cet plus en mode exosquelette. start-up studio là-dessus, c'est ça? Bah, ouais, c'est-à-dire qu'en fait, on va lui apporter l'exosquelette, qui est que justement, on va lui permettre de scaler. Tu continues dans ce modèle. Exactement, ouais. Donc voilà. Après, le problème fondamental, c'est que aujourd'hui, il y a une croyance massive, mais c'est pas que le VC, c'est aussi les banques, que l'ARR, c'est l'alpha et l'oméga parce que c'est récurrent et certain, ce qui est une aberration complète. Enfin, je veux dire. Alors pourquoi Parce qu'il n'y a pas plus de récurrent. Souvent, on entend le conseil, c'est pas récurrent, le service, c'est pas récurrent, alors que ton SaaS, il est récurrent. Il est pas plus récurrent, mais je peux te dire le nombre de SaaS qu'on coupe du jour au lendemain, quoi. C'est pas vrai. C'est une vue de l'esprit. Et d'ailleurs, tu prends aujourd'hui, il y a certaines startups qui soi-disant avaient des modèles avec de l'ARR récurrent, et tu as un modèle agentique qui est sorti ou un peu d'IA, et il n'y a plus de boîte, c'est fini. Donc c'était pas récurrent du tout. Donc en fait, la vraie récurrence, c'est la capacité de l'entreprise à aller piloter cette récurrence et à anticiper le fait que quand le marché change, tu t'adaptes à ton marché. C'est ça la vraie récurrence, c'est celle de l'entreprise et des dirigeants. Au passage, je pense que les VC n'ont pas encore tous compris ce que les banques ont compris. Parce que quand le Covid est arrivé, les banques ont été paumées. Parce que jusqu'à présent, qu'est-ce qu'elles faisaient ? Elles avaient des systèmes de crédit, avec un credit rating, basé sur des chiffres. Mmh. Pendant le Covid, il n'y a plus de chiffres. La seule chose qui reste, c'est quoi ? C'est les équipes de direction de la boîte. Et donc, ils ont dû apprendre à intégrer le poids de l'équipe de direction versus le bilan comptable et ton PNL. Et c'est super intéressant comme quand tu discutes avec des banquiers, moi je trouve ça vachement intéressant, parce que tu te rends compte qu'ils ont dû changer leur façon et leur perception d'analyser les clients, et ils cherchent aujourd'hui la capacité du client à être résilient dans le temps. Et donc ceux qui pendant le Covid ont surperformé le marché ont démontré qu'ils étaient plus résilients, quel que soit le métier, c'est pas le sujet. Et donc l'ARR, alors évidemment c'est sûr que quand on... Alors le vrai ARR, c'est celui où tu as un contrat de 4 ans qui n'est pas cassable. Ça, c'est l'ARR. Voilà. Ouais, je suis d'accord. J'aimerais bien qu'on me montre à toutes les startups qui ont de l'ARR avec des modèles sur 4 ans non cassables. Je serais ravi, mais vraiment ravi d'investir chez vous. Appelez-moi. Voilà. Ça n'empêche que c'est un modèle de facturation qui est très bien, qui a plein de vertus, etc. etc. Ok. Mais voilà. Et donc, le conseil, il y a une perception qui, effectivement, c'est pas scalable. Parce que, effectivement, tu n'as pas cet effet de, à un moment, tu vas avoir là. C'est pas entièrement vrai, parce que quand tu as une infrastructure dans 63 pays, tu as ton infrastructure et le reste devient scalable. Quand tu as développé tes outils, ta tech, tes process, en fait, c'est pareil. Tu as un actif sur lequel tu leverages ta croissance. C'est exactement la même chose. Et qu'est-ce qui va faire que tu vas passer de 10 à 40 000 ? Alors déjà, que j'arrive à avoir la bonne équipe de direction. Donc ça, comme je l'ai, je suis assez confiant. Comme toujours, c'est la première chose. C'est certainement pas moi qui le ferai. J'en suis probablement incapable d'ailleurs. Moi, mon boulot, c'est de mettre les bonnes personnes. Et aujourd'hui, on a une chouette équipe de management qui sera capable, eux, d'aller réinventer et de repenser pour le coup d'après. Ensuite, il y a un élément qui est fondamental, mais il est pour tout le monde. C'est en gros la vitesse à laquelle l'AI sera intégrée, non pas pour les offres que tu fais pour tes clients, mais pour ton usage à toi au quotidien, pour repenser ta façon de travailler. Ah, c'est parfait, j'allais y venir. C'est le sujet. Est-ce que justement, ça fait pas partie des premiers métiers, ou en tout cas des premiers secteurs qui vont être extrêmement touchés par cette révolution technologique qui est l'intelligence artificielle. Comment, toi qui es au cœur des transformations, qui accompagne les grandes entreprises, comment ce métier du conseil intègre l'AI et comment tu vois les choses ? Est-ce que ça te fait peur ? Est-ce qu'au contraire tu vois ça comme une vraie opportunité ? Ouais, en fait c'est une opportunité et un risque, ça dépend comment, encore une fois, l'entreprise va le traiter. Je suis plus vieux que toi, moi j'ai eu les premiers mails quand j'étais à l'école. J'ai commencé ma carrière sans téléphone mobile. 2 ans après, on avait les premiers téléphones mobiles.
J'ai vu le Web 1 passer au Web 2, Web 2 au Web 3. J'ai vu l'arrivée de la blockchain. Et en fait, l'AI, c'est... j'ai vu le passer du fax au mail. Et en fait, l'AI, pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire que ça concerne toutes les entreprises, c'est pas que les nôtres. En gros, l'équation est simple. Tu as une solution demain qui te permet d'être 30% plus efficient que tes concurrents. Donc, soit tu la déploies, et tout le monde la déploie, et donc du coup, on revient à la case départ, mais tout le monde est 30% plus productif. Soit, toi, tu le fais, et les autres ne font pas, et tu gagneras à tous les coups. À tous les coups. C'est-à-dire 30% plus efficient, tu as gagné. Par contre, ceux qui ne le feront pas, eux, vont disparaître. Voilà. Et la différence, et c'est ce que je trouve intéressant dans ce qu'on vit aujourd'hui, c'est que les technologies, avant, moi je me souviens encore, je crois quand on a démarré en 2007, on avait encore des numéros de fax sur des cartes de visite. Aujourd'hui, il n'y a plus de carte de visite, 2, il n'y a plus de fax. Mais là, on parle de... ChatGPT est sorti le 1er novembre 2022, on est à peine en 2025. Ouais, la vitesse d'adoption est démentielle, sauf qu'elle ne l'est aujourd'hui que en surface. C'est une image que j'avais prise un jour. En fait, aujourd'hui, les gens utilisent l'AI comme tu utilisais ton iPhone au début en disant, par rapport à un BlackBerry, c'est sympa parce que la touche est tactile, etc. Tu n'avais pas compris que c'est les apps qui vont faire la différence. Et aujourd'hui, c'est pareil. L'AI doit transformer en profondeur la façon dont tu travailles toi au quotidien et dont tu fais les choses. Et ça, c'est un mindset qu'il faut changer dans les équipes et chez nos clients aussi. Et c'est pas un problème technologique. Chez toi en premier en plus. Là. Mais bien sûr. Et du coup, comment tu insuffles cette culture de l'utilisation de l'intelligence artificielle c'est quoi un peu la secret sauce là? Parce que j'ai l'impression que tu es très très AI orienté et pushy. Ouais. Même tout à l'heure quand je t'entendais au téléphone, avant qu'on se retrouve, tu étais en train de rappeler qu'il fallait utiliser l'outil. donc du coup, comment t'insuffles ça? J'imagine, encore une fois, ça doit commencer par ton comité de direction, toi qui l'utilises beaucoup. Je vais te raconter quand même, parce que je pense que j'ai les... Je dois avoir on a 2 records dans l'histoire économique dans le monde. Okay. On en a un qui est d'être dans le podium des entreprises qui se sont déployées dans 50 pays dans le monde en 10 ans. La première, c'est Uber. Nous, on est deuxième à ma connaissance. Donc si quelqu'un trouve quelqu'un avant nous, ça m'intéresse. Voilà. Ça, c'est le record positif que l'entreprise a et que toutes les équipes ont réalisé. J'entends. Il y a un record négatif? Moi, j'ai un record négatif, c'est que j'ai un fail à plus de 300 milliards quand même. C'est un joli fail. Ah ouais. Pas mal, hein? Ouais, tu peux me le partager celui-là? En 2017, je crois, on dépensait 2 millions d'euros par an dans notre laboratoire de recherche et développement avec une vingtaine de personnes pour développer des choses qui s'appelaient NLP, LLM, etc. Mais non. Mais oui. Et pendant 5 ans. Pour te donner un ordre d'idée, quand Arthur Mensch et ses associés ont levé sur une valeur de 2 milliards, ils ont levé 385 millions, je crois, de mémoire, ils étaient 28. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, pendant 5 ans, on a dépensé l'équivalent de ce qui a été fait. Et pourquoi c'est un fail? Parce qu'on l'a mal exécuté. Alors que pourtant, l'idée était bonne. Donc c'est un truc qui, moi, me parle déjà, parce que je suis informaticien à la base, même s'il y a un mot qui est un peu... ça fait vieillot, informaticien. Ouais. Mais, je suis un IT guy à la base. T'es un geek. Je suis un geek. Ah ouais. Et donc, si tu veux, ça me parle, moi, parce que j'aime bien, pour ce qu'elle est, il faut industrialiser, anticiper, etc. Donc, si tu veux, la première chose, c'est lead by example. La première chose déjà que nous on fait, c'est pour nous-mêmes de se l'appliquer. Et en fait, si tu veux le faire, moi mes enfants ont été super utiles. Parce que pour transformer l'usage, même si je suis plutôt aware sur ces sujets, il y a quand même des cas de figure où je me souviens au tout début, où les enfants me disaient « mais t'es complètement con, pourquoi tu fais comme ça ?» Ah ouais, c'est vrai, j'ai pas pensé à le faire dans ce sens-là. Et aujourd'hui, c'est la même chose. C'est en fait comment tu penses... T'es pas le premier à me rappeler qu'il faut absolument rester très très proche de la jeunesse et de ses enfants, que c'est eux qui te font souvent switcher vers le bon... Moi, je me souviens avoir parlé à nos équipes de Musical.ly. Ouais. Tu sais ce que c'est? Ouais, c'était TikTok. Ouais. Bah, ma fille utilisait Musical.ly. Tu la vois, c'est là, tu te tiens, ce truc-là sort. En fait, ça te permet d'anticiper et de voir quand même un certain nombre de choses, quoi. Je crois que c'était le cas aussi de Biril, qui, quand tu vois un gamin qui est dessus et qui devient addict à ce truc-là, ouais. Si t'as la chance, ce qui n'est pas mon cas de pouvoir investir dedans à ce moment-là, tu vois quand même qu'il y a une traction, il y a quelque chose, quoi. Après, est-ce que c'est durable? C'est un autre sujet. C'est une bataille de tous les jours. Voilà. C'est comme toute transformation humaine.
c'est une bataille de tous les jours. En fait, c'est pour créer une habitude. Il faut que tu crées une habitude. Et si tu lâches, ça tombe. C'est comme les assiettes chinoises. Tu sais, quand tu les tournes. si t'arrêtes. En fait, il faut continuer. Ou le diabolo. Jusqu'au moment où ça devient ancré là-dedans. Aujourd'hui, ça viendrait à l'idée de personne, j'espère, d'envoyer un téléx ou un fax, quoi. Mais il y a encore des gens. Moi, je comprends même pas qu'on ait encore des courriers papier. Ça me dépasse. Pourtant, il y en a encore. Hein. Ça peut presque devenir une alternative marketing, ça. C'est comme ça qu'on essaye de te le vendre. Mais donc pour le déployer, c'est comment toi tu vois l'usage, et surtout, c'est au quotidien sur des choses simples. C'est pas parce que tu as aussi de la tech profonde et complexe que tu veux mettre en place, des projets. Si ça se transforme en projet avant que tu aies travaillé sur le truc complexe, c'est exactement comme si les gens te disaient: non, mais quand tu m'auras développé une application, je regarderai sur l'iPhone si c'est pas bouton vert et bouton là. T'as déjà l'App Store avec 200 applications, vas-y. Hein, télécharge l'application qui fait ça, déjà tu vas gagner du temps. Et là c'est pareil, c'est comment tu l'utilises sur des choses simples qui ne nécessitent pas de technologie mais qui nécessitent de changer ta façon de travailler. Par exemple, prenons les podcasts. C'est facile. Podcast. Tu peux prendre l'ensemble des podcasts par exemple que tu as fait. Tu prends le transcript de tous ces podcasts et tu lui demandes: sors-moi la liste de toutes les questions que Benjamin pose. Comment tu penses que ça a été préparé ? Voilà, par exemple. Voilà. Tu vois ? Et c'est pas compliqué. Et c'est plus simple que d'aller écouter les 20 épisodes que tu as sortis. Pour savoir en disant: qu'est-ce que. Quoi ? Tu n'as pas écouté mes épisodes ? J'en ai écouté quelques-uns. Mais c'est pas encore tous écoutés. Mais clairement, c'est extraordinaire. Déjà, il faut commencer par là, par les outils qui fonctionnent, le transcript, le fait que ça te résume tout. Mais je crois que c'est encore un millième de ce que ça ouvre. Oui, mais si déjà tu commences à faire ce câblage-là, voilà, moi je sais qu'on a 2 personnes avec qui je travaille assez souvent. Je pense que ça fait la 14e réunion de suite où j'attends 3-4 minutes et je dis: t'as pas oublié un truc ? De lancer le... Oh, pardon, c'est vrai que j'ai oublié. Et je sais que ça finira par... Maintenant, et je sais que ça va, au moment va arriver, on me dira: je sais que tu vas me poser la question, t'as vu, je l'ai fait. Et en fait, c'est cette répétition de l'ancrage. Mais c'est comme... c'est les enfants. Ouais, c'est un truc... Merci. T'as les enfants, c'est se brosser les dents. C'est pareil. T'as laissé tes chaussures, tu t'es brossé les dents. T'as pas dit bonjour à madame. Enfin, voilà, c'est pareil, en fait. Et c'est la transformation. Et ça, c'est compliqué, parce que c'est pas un problème technologique. Et du coup, c'est une répétition fondamentale. Et comment ça va impacter le modèle économique même des cabinets de conseil demain, de ton cabinet, comme tous les modèles économiques de toutes les entreprises, 30% de productivité gagnée. Donc, c'est ce qui va se produire. Et donc, le modèle économique là-dessus, moi, je ne crois pas que l'AI ne remplacera pas les gens, ça n'arrivera pas. En revanche, ce qui est sûr et certain, c'est que ceux qui n'utilisent pas l'AI seront remplacés par des gens qui l'utilisent. Il n'y a même pas de débat. Et ça va être un peu comme la fracture digitale qui a existé et qui existe aujourd'hui. Exactement. Et hop, nouvelle fracture. Avec AI. Complètement. On est d'accord. Hein. Toi, la seule différence, vraiment, elle est que c'est l'échelle de temps. Et ça c'est inquiétant. Parce que la fracture digitale, ma mère qui a 80 ans est plutôt très geek et utilise iPad, techno, WhatsApp avec les gamins, etc. Mais la transition digitale, elle s'est faite sur une période qui est relativement longue. Là, c'est sur une période qui est hyper rapide. Ouais. Et c'est ça qui est compliqué parce que c'est un des enjeux sociétaux, c'est comment on va former des gens, y compris des gens peu qualifiés, à ça. Et ça touche par exemple le plombier. Le plombier demain qui va pas utiliser les AI pour aller numériser tous les documents qu'il a, pour avoir fait toutes les interventions, pour pouvoir, en prenant une photo d'un tuyau et en disant: tu peux me dire, quand je suis apprenti, comment je répare ce truc-là, il sera balayé par celui qui le fera. Et c'est là où c'est plus complexe. Je suis pas inquiet pour celui qui... Encore que, le paradoxe de l'histoire souvent, c'est ceux qui sont les plus geeks, qui sont les plus lents à s'adapter parce qu'ils sont persuadés qu'ils sont meilleurs ou qu'ils n'en ont pas besoin. Ouais. Ou que ça va pas arriver si rapidement. Aussi. Écoute, merci beaucoup Olivier pour ton temps. Avant de nous quitter, est-ce que tu aurais envie tu pourrais nous partager un peu les grands projets qui attendent Mantoux demain, toi, Olivier Brouran, c'est quoi ton maintenant, ce qui t'attend de plus challengeant, de plus enthousiasmant, de plus excitant?
c'est deux choses différentes. Challenger, excitant et enthousiasmant, c'est des choses différentes. Le plus challenging, c'est forcément la capacité à se réinventer, parce que je te parlais tout à l'heure des cycles de croissance. En fait, ce que j'ai oublié de te dire, c'est que si par exemple tu es 50 personnes, à 200 personnes, tu devras faire l'exact opposé, et à 500 peut-être l'exact opposé. Donc tu es obligé de casser un certain nombre de choses qui avant étaient des grands principes. Donc ce qui est challenging, les grands principes, complet. Mais vraiment. Et je vois, hier j'ai vu quelqu'un, pareil, d'une très belle start-up qui faisait du bashing de corporate, et je lui disais, tu sais quoi ? Tu me rappelles en 3 ans, parce que quand tu vas faire cette ligne de crédit-là, tu vas faire exactement comme le grand corporate, tu me diras, et tu m'appelleras en me disant, t'avais raison. En fait, il faut pas être dogmatique. Il y a souvent d'ailleurs cette espèce de bashing des grands corpos, et les gens oublient que c'est pas aussi simple que ça, parce que t'as des arbitrages dans un sens et dans l'autre, et qui fait que ce que tu peux faire quand t'es tout petit, quand t'es gros ça marche pas, mais il y a des avantages à être très gros aussi. Bref. Donc le challenging, c'est comment tu planifies et t'anticipes les coups d'après, et les transformations qu'il faudra faire à la fois à l'organisation et aux gens là-dedans. Donc ça c'est challenging. Ce qui est enthousiasmant, c'est de se dire que je crois sincèrement que j'ai une équipe de direction qui est capable d'amener la boîte au coup d'après. Tu parlais de 40 000. Pour moi, le coup d'après, c'est aujourd'hui, on est dans le top 100 mondial, c'est d'entrer dans le top 10 mondial. Et c'est pas pour être pour le numéro 1, hein, mais c'est parce que quelque part. L'ambition est affichée en tout cas. Ouais, clairement. Mais si tu veux, c'est d'aller réécrire le conseil. Je pense qu'on fait une aventure qui est incroyable, et de s'aller réécrire ça, d'être un acteur innovant et différent. Et j'ai l'équipe qui est capable de le faire. Et ça, c'est chouette, parce que maintenant, ce qui est hyper enthousiasmant, c'est que c'est juste comment est-ce que collectivement, on va être capable d'avoir cette intelligence collective qui fait qu'on va l'exécuter. Et ça, c'est super chouette. Super chouette. Eh ben écoute, on va se laisser sur cette magnifique ambition et tes précieux conseils. Quant à nous, on se retrouve pour un prochain épisode de Entretien avec un VC. À bientôt. Merci beaucoup. Merci Olivier.